Nous ouvrons donc à présent la masterclass France Culture de Wajdi Mouawad en public au studio 105 ici à la Maison de la Radio. Pour rappel, c'est une collection d'émissions qui a pour vocation d'essayer de savoir comment un artiste construit une œuvre, vraiment au sens de la fabrication de celle-ci, de l'idée de départ jusqu'au moment où l'artiste considère son œuvre achevée. Elle et il nous racontent le processus d'élaboration d'une masterclass à une autre. Il y a un ensemble de questions qui sont communes, même si nous accueillons des écrivains, des cinéastes, des plasticiens, des chorégraphes, des chercheurs. C'est toujours quand même le même mystère qu'on essaye d'approcher, c'est celui de la création. Aujourd'hui, c'est donc Wajdi Mouawad qui a accepté de se prêter à cet exercice, qu'il en soit grandement remercié. Petit rappel quand même de quelques éléments biographiques le concernant avant d'entrer dans le vif du sujet. Il est né au Liban en 1968, il a passé le début de son enfance au Liban, une partie de son adolescence en France, avant de partir pour le Canada en 1983. Vous aviez donc 15 ans à ce moment-là. Vous y serez au Canada diplômé de l'École nationale d'art dramatique en 91. Vous cofondrez avec Isabelle Leblanc votre première compagnie, le théâtre accent circonflexe parleur, Haut Parleur, jeu de mots. Il va diriger ensuite le théâtre de Katsu à Montréal de 2000 à 2004. Il crée en 2005 deux compagnies, la compagnie AB Carré, C Carré, c'est au Québec, et Au Carré de l'Hypoténuse en France. Il va être ensuite directeur artistique de 2007 à 2012 du théâtre français du Centre national des arts à Ottawa. En 2009, Wajdi Mouawad sera l'artiste associé du Festival d'Avignon, 63e édition. Il y présentera le quatuor Le Sang des Promesses, Littoral, Incendie, Forêt et Ciel. Dire que Wajdi Mouawad est comédien, auteur, metteur en scène, mais aussi plasticien, cinéaste. Des œuvres qui sont publiées chez les MEAC et Actes Sud Papier, traduites en une vingtaine de langues. Puis enfin, il a été nommé en avril 2016 directeur du Théâtre national de la Colline. Alors je m'arrête là, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire et que ce court résumé aurait pu être beaucoup plus long, mais il y a des éléments qui vont rentrer dans notre conversation. Alors j'ai lu quelque part que vous avez écrit, joué et mis en scène votre première pièce de théâtre, Wajdi Mouawad, qui s'appelait Poubelle, à l'âge de 11 ans, en 6e. Est-ce que ça veut dire que est-ce que vous croyez en la vocation ? Je crois à la vocation, mais pas au départ. Je crois à la vocation plus tard. C'est-à-dire, je crois à la vocation quand elle est un choix, véritablement. Oui, ça j'y crois. Je crois à la décision de la vocation. Elle est, à ce moment-là, elle devient une chose vraiment puissante et immense. Mais alors, je tiens à dire que Poubelle est une pièce de théâtre, en effet, que j'ai écrite dans le français avec lequel j'écrivais à ce moment-là, qui était un français vraiment très à peine connu. Enfin, je venais d'apprendre le français. Et je ne sais pas vraiment d'où c'est venu. Je crois parce qu'à l'école, on nous avait fait faire une pièce de théâtre, que probablement ça m'avait un peu plu et que j'ai voulu faire la même chose. Et donc j'avais créé cette histoire qui se passe dans une poubelle et où les personnages étaient un papier froissé, un mégot de cigarette, un parchemin oublié et un cœur de pomme, ainsi que des cendres d'un cendrier qu'on avait jeté, une boîte de cigarettes. Et au fond, peut-être que j'écrivais l'état dans lequel je me sentais, je crois. Mais je ne l'ai pas joué, je ne l'ai pas interprété. Je n'ai pas été au bout de l'écriture. Vous l'avez gardé ? Oui. Ah Oui. On verra ça dans les œuvres complètes de Wajdi Mouawad Voilà, un jour exactement. peut-être. Bon, restons là-dessus. Alors, puisque la vocation, ça se décide, vous l'avez décidé quand, comment ? J'ai été frappé il n'y a pas très longtemps il y a quelques années, par la préface que Armel Gern a écrite pour l'introduction
des disciples de Saïs et l'Aude à la nuit de Novalis. Armel-Gern a traduit Novalis et donc il fait aussi une introduction, enfin une préface. Et dans cette préface, Armel-Gern a cette phrase, il dit personne ne peut seul s'avancer jusqu'au bord de son gouffre. Personne. Il a besoin de cela d'amis. Point. Que croyez-vous que soient les livres ? Tous les livres, certains livres. Et que croyez-vous que soient les lecteurs ? Certains lecteurs. Et il induit par là qu'au fond, il n'existe pas de possibilité de seul s'avancer jusqu'au bord de ce gouffre qui est le pas que l'on pose pour aller dans la création, dans l'écriture, dans la poésie, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul. Eh bien, je pense que sur cette question de la vocation, elle m'a été, j'en ai pris conscience à la lecture de certains textes. Donc je n'aurais pas pu y aller seul. J'avais besoin de ces amis que je n'ai pas connus, mais qui sont les textes que j'ai lus et qui m'ont ouvert. Et un de ces textes, il y en a eu plusieurs, mais un qui a véritablement déterminé quelque chose chez moi de très concret, de très très concret, c'est un texte de Jan Patočka qui est tiré d'un livre que je n'ai pas compris, qui est très compliqué à comprendre, mais j'avais compris ce passage. Ce livre, c'est Les Essais hérétiques. Et à la fin, dans la troisième partie, il pose la question, en fait, qu'est-ce qui peut, dans l'époque dans laquelle nous vivons, qu'est-ce qui peut relier, qu'est-ce qui peut lier, qu'est-ce qui peut faire se rejoindre, qu'est-ce qui peut solidariser deux personnes qui se tirent dessus. Alors il dit, c'est pas la solidarité des intellectuels, c'est pas la solidarité des ouvriers, c'est pas la solidarité des... Il dit, c'est quelque chose qui englobe tout ça. Et Patočka, comme ça, il évoque cette idée d'ébranlement, et il parle de cette solidarité des ébranlés. Il dit, c'est la solidarité des ébranlés qui les relie. Et appartenir à cette solidarité, appartenir à cet ébranlement, savoir qu'on est un ébranlé, pas parce qu'on a vécu des choses intimes, mais parce que nous sommes dans une époque ébranlée, eh bien, à ce moment-là, ça nous englobe tous. Et savoir cela, eh bien, c'est aussi savoir que trahir la solidarité des ébranlés, c'est être conscient qu'on est un embusqué qui, à l'arrière, vit du sang des autres. Ça, c'est la phrase de Patočka. Moi, cette phrase-là, je l'ai lue alors que, en 1994, il y avait les massacres au Rwanda. Et nous, avec une classe de théâtre à l'École nationale, j'étais en train de faire un spectacle avec ses élèves, et on était au Canada, dans un pays que j'avais formulé à l'époque monstrueusement en paix. C'est-à-dire une paix qui n'est pas, qu'il faudrait questionner. Enfin, pourquoi ? Et la question, c'était, mais que faisons-nous là ? Que faisons-nous pendant... C'était quand même hallucinant, parce que dans les journaux, on ouvrait les journaux, 40 000 morts, mais 40 000 morts à la machette. Mais c'était vraiment... on n'arrivait pas à comprendre. On s'est dit, il se trompe par jour. Mais qu'est-ce que c'est ? Et nous, on fait quoi ? Et y aller... Et tout à coup, cette idée en lisant le texte de Patočka, je me souviens, j'avais rassemblé les acteurs, je leur ai dit, on peut au moins dans nos attitudes ne pas trahir, juste au moins dans nos attitudes ne pas trahir. Donc ça veut dire que quand on monte sur le plateau, moi quand je vais fabriquer le spectacle avec vous quand vous montez sur la scène et que vous allez jouer, il ne faut absolument pas se cacher derrière nos savoirs, nos efficacités. Il faut qu'on trouve un état d'esprit. C'est millimétrique, c'est nanométrique, mais c'est ce qu'on peut offrir et être dans le rapport au théâtre qui soit tout simplement, ne serait-ce que cela, juste un peu conscient de ce qui était en train de se passer et dont on était complètement dépassé. À ce moment-là, je me suis rendu compte que
il y avait véritablement dans la manière de travailler une vocation, dans la manière de rentrer dans l'écriture, dans la manière de rentrer en salle de répétition, dans la manière d'aborder le théâtre, que ce soit depuis la manière de saluer les gens jusqu'à la manière avec laquelle on sort du théâtre. Il y a une ligne, une éthique qui se joint au geste de la création, qui devient une véritable vocation. Ça ne peut pas être on et off. Ça ne peut pas être comme on allume, on éteint, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à ce moment-là, il y a une vraie vocation qui se décide. Ça ne veut pas dire qu'on l'a, mais au moins on essaye on l'a en désir. On se met à désirer cette idée-là. Dans ce qui vous a construit intellectuellement, émotionnellement, esthétiquement, Wajdi Mouawad, il y a eu d'autres amis, d'autres livres, d'autres auteurs qui vous ont permis de vous approcher du gouffre. Il y a les Grecs, et particulièrement Sophocle. Pourquoi particulièrement Sophocle ? Je crois que chez Sophocle, la compréhension est venue plus tard. Hein. J'ai compris ça plus tard, mais au moment où je le lisais... Vous aviez quoi, 20 ans ? Oui, à peu près, voilà. 24 ans. Bon, on a les 7 tragédies. Je les ai lues les 7. Après avoir lu Échille, j'arrive à Sophocle. Et je me rends compte que Sophocle a un rapport aux hommes, au monde, à soi, qui ne relève pas d'un dogme. C'est un humaniste, c'est véritablement un humaniste, qui d'un côté dit l'enchantement est terminé, mais on peut quand même continuer à suivre les lois de l'enchantement. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les 7 tragédies de Sophocle reposent toujours sur un moment de révélation, en tout cas les 7 que l'on a de lui. Le héros qui est mis en place, qui est toujours un personnage qui a le pouvoir, que ce soit Créon, que ce soit Oedipe, que ce soit Électre, c'est des gens qui sont proches de la sphère du pouvoir, ça c'est très important. Et il les amène jusqu'à un moment de démesure très très grand. Et au moment où ils atteignent l'acmé de la démesure, il les lâche. Et là, c'est la chute. Donc on a ça chez Créon, on a ça chez Antigone, on a ça chez chacun des personnages qu'il aborde, et avec ce cœur qui continuellement dit « mais oui, vous avez raison, les dieux, on n'est pas sûr qu'ils sont là, mais peut-être qu'il faut quand même continuer à les respecter. » Puis c'est vrai qu'on peut douter, mais la loi des hommes est véritablement celle que l'on pourrait inventer sans le référent des dieux. Elle est quand même très douteuse, parce qu'elle mène quand même au massacre. Alors que Échille dit impitoyablement la loi des dieux, et Euripide dit les dieux, il n'y a que la loi des hommes, Sophocle interroge cette situation. Et je crois que cette situation, cette interrogation qu'il a, le fait qu'il décide de ne pas chercher à prendre position, on pourrait presque dire, entre les dieux et les hommes, et au contraire à essayer de voir comment ça peut continuer encore à se conjuguer, eh bien c'est peut-être quelque chose qui me ramenait précisément à la guerre civile libanaise, c'est-à-dire et à la manière avec laquelle la génération qui est la mienne, on l'a vécu, c'est-à-dire enfant, le désir d'une réconciliation qui était impossible, qui n'arrivait pas, parce qu'on n'avait pas du tout les moyens de la faire. On ne voyait que les gens se battre. Je pense qu'il y a vraiment un lien, mais ça m'a pris quand même un certain temps pour comprendre ce lien qui se faisait entre la guerre civile et Sophocle. Alors, beaucoup lire sans doute avant d'écrire, c'est ce que disent généralement les écrivains, les auteurs qui nous parlent de leur travail dans ces masterclass de France Culture. Mais je l'ai dit tout à l'heure, Wajdi Mouawad, vous êtes comédien, auteur, metteur en scène. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est premier, ou est-ce que justement ce qui est important pour vous, c'est que vous écriviez et que vous mettiez en scène les textes que vous écrivez, que parfois aussi vous les jouiez? Est-ce que c'est un continuum? En fait, la manière avec laquelle je vis la chose personnellement et intimement, et qui est peut-être un peu
paradoxe avec la communication des choses, la manière avec laquelle on communique. On dit voilà, texte, jeu, mise en scène. Intimement, pour moi, tout est écriture et que écriture. C'est-à-dire que quand on me demande qui êtes-vous, je dis je suis écrivain, point. J'écris alors avec les mots, mais j'écris aussi avec le corps des acteurs, j'écris avec la lumière, j'écris avec de la vidéo. C'est une écriture qui est polyphonique dans sa forme, mais qui est unique dans son geste. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que, bien, parfois vous écrivez une réplique, mais lorsque vous arrivez au plateau et que vous dites à l'acteur rentre, vous vous rendez compte que cette réplique n'est pas nécessaire puisque le corps de l'acteur, au fond, exprime cette réplique-là. Vous avez un pléonasme, donc soit vous coupez l'acteur, soit vous coupez la réplique. Bon, couper l'acteur, c'est possible, ça veut dire vous dites « Ah, finalement, ça serait peut-être bien que tu rentres pas. Ne rentre pas, tu rentreras plus tard parce qu'au fond, la phrase le dit. » Eh bien, parfois c'est un rayon de lumière, parfois c'est de l'éclairage, parfois c'est une sensation, parfois c'est un mouvement de décor, parfois c'est une vidéo, c'est une image, parfois c'est une musique. C'est pour ça que, si je prends l'exemple du son, j'ai plutôt tendance à enregistrer moi-même les sons que je veux mettre dans le spectacle. Donc je me promène avec un micro, je me promène dans un endroit, je capte des sons, et ensuite je les utilise, je les monte, mais c'est de l'écriture, je les monte comme j'écrirais un texte, c'est la continuité de la réplique, c'est pas les mots, c'est du son. Après, la personne avec qui je travaille depuis longtemps sur le son, Michel Morer, une fois qu'il comprend ce que j'ai voulu faire avec le son, ce que j'ai voulu écrire avec le son, à ce moment-là, il va le prendre, quitte à ce qu'il le reconstitue pour qu'il puisse devenir dans sa diffusion quelque chose de possible, de qualitatif, de possible pour le régisseur, enfin, etc. Mais il part du principe que ce que je lui ai donné, ce n'est pas un son, mais c'est un texte sonore, mais un texte quand même. Au niveau de la vidéo, c'est la même chose. Je filme ce que j'ai à filmer, je monte ce que j'ai à monter, je fais le montage moi-même, je vois très bien à quel endroit ça va s'intégrer en même temps que la réplique dite par l'acteur, où l'acteur sera, comment il sera dispositionné. Mais tout cela se fait en salle de répétition, hein, beaucoup. Moi, je peux arriver avec, comment on va dire, je suis un très mauvais archer, on va dire. J'ai beaucoup de difficultés à tirer la flèche tout de suite dans la cible. Donc, quand j'écris chez moi, c'est comme si je lançais ma première flèche, mais elle est souvent à côté de la cible. Mais on dit que pour arriver à mettre une flèche dans la cible, il faut tirer au moins 3 flèches. La première vous permet de savoir comment réajuster votre tir, la deuxième vous permet de préciser, et normalement la troisième vous permet d'être dans la cible. Eh bien, c'est ce qui se passe entre la table chez moi où je suis en train d'écrire, c'est une première flèche, j'arrive avec le texte en salle de répétition, on essaye, on le fait. Là, je réajuste, je coupe, j'enlève, je vire, je réécris. On trouve la deuxième flèche. Et parfois, lors d'un filage, lorsqu'on essaye de faire la chose du début jusqu'à la fin, les choses vont se repréciser encore davantage. Mais tout contribue à l'écriture. Tout est écriture. C'est pour ça que je n'ai jamais été capable de me dire que j'étais metteur en scène, par exemple. J'écris avec tous les moyens qui me sont donnés. Mais pour reprendre l'image de la flèche vers la cible, Wajdi Mouawad, au départ, je ne vais pas dire au commencement et le verbe, mais c'est quand même ça, il y a une idée, il y a un sujet, il y a une image, il y a un personnage, parce que la cible, ça veut dire qu'il y a quand même un endroit vers où vous voulez aller, ou est-ce que vous l'ignorez vous-même ? Alors au début, il y a une sensation. C'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ça. C'est une sensation qui est très proche, qui ressemble en tout cas à la sensation que quelqu'un peut éprouver lorsqu'il est assis dans le métro, par exemple, et tout à coup, il sent que quelqu'un le regarde. Alors il se retourne. Eh bien, c'est à peu près la même chose. J'ai une sensation que quelque chose me regarde, mais dans tous les sens du terme. Quelque chose me regarde, comme on dit, ça me regarde. Mais ça me regarde, quelque chose me regarde. Quelque chose qui n'est pas moi, quelque chose d'autre, qui est dans l'ombre. Parce que quand je me retourne, il n'y a personne, mais il y a quelque chose de diffus, c'est une sensation. Et puis après, il y a des
il y a des événements très concrets qui font en sorte que cette chose qui me regarde bouge. Quand je dis quelque chose de concret, c'est un article dans un journal, c'est une conversation avec un copain, c'est quelqu'un qui dit quelque chose, ou n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. On va dire, mettons, je vois un couple improbable dans le métro, j'arrive pas à savoir, est-ce qu'ils sont quoi ? Ils sont amoureux, pas amoureux, père, fils, mère, fille, qu'est-ce que c'est ? Et puis je vois apparaître quelqu'un d'autre s'asseoir, mettons, je vois comme... Et là, ils descendent, et c'est au moment où ils vont descendre tous les trois que cette chose qui me regarde bouge. Comme si elle me disait ça. Ils descendent du métro, ça. Alors là, aveuglément, j'écris sur un petit cahier, ils descendent du métro. Et c'est comme trouver un morceau de puzzle. Mais quand vous trouvez un morceau de puzzle, vous ne savez pas du tout quelle est l'image. Vous trouvez un morceau de puzzle. Le morceau de puzzle, il est l'énigme d'une image plus grande que lui, et vous n'en avez qu'un fragment. Vous ne pouvez pas forcer. Vous ne pouvez pas dire « je veux savoir maintenant, tout de suite, maintenant, c'est quoi l'image ?» C'est impossible. Donc il faut être patient. Il faut être patient que plus tard, un autre morceau apparaisse par cette sensation qui bouge. Alors après, ce qui se passe au bout d'un certain temps, c'est une rencontre fantasmée, mais une rencontre. Je rencontre une situation, mais ça apparaît de façon... C'est comme si vous voulez, toutes ces sensations, tous ces morceaux de puzzle, tout à coup s'agglomèrent, comme s'il y avait eu un aimant et qu'elles étaient toutes des brindilles des toutes petites brindilles de métal éparpillées, et tout à coup il y a eu un aimant qui les a fait se rassembler, et il y a eu une forme sculpturale qui prend chez moi la forme d'une situation. Il se croyait cela, et il se révélera être ceci. Je ne sais pas qui il est, mais ça, tout à coup, ça me saisit. Il se croyait cela, il s'avérera être ceci. Ok. À partir de là, il y a quelque chose qui relève d'un test. Cette chose-là me hante, mais peut-être qu'elle va tomber, qu'elle ne va pas tenir. Et puis si elle tient, et je vois quelqu'un, je vois un individu. Et cet individu n'est pas nécessairement le personnage, plutôt que la personnification de l'histoire en tant que telle. Un peu comme si, je ne sais pas, par exemple, la métamorphose de Kafka, il y a le personnage, mais il y a la métamorphose de Kafka qui pourrait prendre la forme d'un vieillard, par exemple. Bon. Eh bien, là, je vois quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est l'histoire. Ce n'est pas le personnage. Alors, bonjour. On fait connaissance. Puis au moment, il se croyait ceci, ça verra être cela. Qu'est-ce que c'est ? Et là, il y a parfois, mon cahier commence à augmenter. Là, je commence à écrire, essayer de voir un peu. Il pensait être quoi, et il s'avérera être quoi. Et dans le silence, dans le fantasme, dans la marcher beaucoup, dans le rythme de la marche, les choses se mettent à bouger, et petit à petit, il y a des choses qui se déploient, comme si dans une maison, tout à coup, alors que vous étiez convaincu que la cuisine, c'est la cuisine, tout à coup, vous vous rendez compte que derrière le four, il y a un papier peint, vous enlevez le papier peint, il y a une porte dérobée que vous ne connaissiez pas, et vous rentrez, et là, vous découvrez quelque chose. C'est la même chose. Tout à coup, à un moment donné, dans cette histoire, vous découvrez qu'il s'agit d'un homme, d'un Israélien, de quelqu'un convaincu, de cela. Et là, les choses vont se mettre en place, et là, la documentation commence à arriver. Je commence à me documenter très concrètement. Je vais lire sur ceci, sur cela, je vais aller voir quelqu'un, dire, toi, tu as déjà vécu une situation comme ça, comment ça s'est passé ? Et je remplis mon carnet. Voilà, mon carnet, il se remplit de notes. J'écris rien de fictif. Je réfléchis en écrivant. Et puis, au bout de 2 ans, il y a une relation réelle avec cet individu que j'appelle l'histoire. Il est devenu un ami. On se parle. Il m'accompagne, j'en sais assez sur lui pour qu'à un moment donné, il y ait un désir de faire quelque chose ensemble. Et ce désir va s'exprimer un peu comme ça.
je vais lui dire, écoute, est-ce que, voilà, j'ai envie de faire une pièce de théâtre de nous. Est-ce que ça te va ? Et lui me dit, oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Je dis, bon, eh bien là, ça va devenir un peu compliqué, parce que là, je vais appeler des acteurs. Je vais contacter des acteurs, et je vais devoir parler à mon directeur de production. Donc, il va falloir qu'on fasse des budgets. Il va falloir qu'on parle concrètement d'argent. Et ça, c'est quelque chose qui peut t'effrayer, mais il ne faut pas que tu t'en effraies. Moi, je vais être garant de notre histoire. Et là, le concret rentre. Donc, intuitivement, je me dis, il faut 10 acteurs pour cette histoire. Parce que je sais que dans notre histoire, à nous deux, il m'a raconté, je sais qu'il y a ce personnage-là, celui-ci, celui-là, mais je sens qu'il en faut plus. Donc, quand j'appelle les acteurs, je leur dis, écoute, rien n'est écrit, mais c'est une histoire que j'ai en tête quand même depuis maintenant 4 ans. Et je ne l'écrirai pas tout de suite avant que l'on se rencontre et que je vous présente l'histoire. Donc, une fois que je contacte les acteurs, que je leur raconte ça, que je leur dis qu'il n'y a pas de texte, qu'il faut accepter et qu'il faut être prêt à ça. Peut-être juste une assise. Oui, pardon. Non, vous allez continuer, mais vous choisissez comment les acteurs que vous appelez ? On va poursuivre après. Oui. Alors, il faut que ça soit des acteurs avec qui moi j'ai envie de travailler. Il faut que le désir doit être réciproque. Ça, c'est vraiment très important. Il faut qu'il y ait du désir réciproque. Réciproque. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ce soit juste le désir de l'acteur. Il faut qu'il soit réciproque. Et il faut que ce soit des acteurs gentils. C'est-à-dire quoi, gentils ? Ça veut dire qu'ils sont capables de gérer leur ego. Vraiment, parce que je ne peux absolument pas travailler dans les situations dans lesquelles je travaille avec des chieurs. C'est impossible. Je ne peux pas travailler avec des gens qui me font des crises. Je peux pas. Il n'y a pas de texte. Il va falloir que je l'écrive en répétition. Je ne peux pas me mettre à faire écoute, oui, non, t'es triste, parce que non, je ne peux pas. Vous avez un radar à ego d'acteur ? Ah oui. On a beaucoup de conversations, hein, enfin, vraiment. Mais ça, c'est vraiment, vraiment très important. Je ne peux pas travailler avec des gens qui viennent là pour moi. Il faut qu'ils viennent pour l'objet. C'est-à-dire il faut qu'ils viennent pour quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Ça, c'est vraiment très important, parce que quand arrive le jour de la rencontre, où ils se retrouvent tous autour de la table, il n'y a pas que les acteurs, il y a tout le monde. Les concepteurs, les régisseurs, tout le monde est là, autour d'une table ronde. C'est très important, ou carré, mais parfaitement carré, pas rectangulaire, pour qu'il n'y ait pas de rapport hiérarchique tout de suite. Et ce que je leur dis, en gros, voilà, regardez, voilà, on a ça, comme ça. Ça, nous sommes tous assis autour de cet objet qu'on a placé au centre de la table. Il n'y a personne qui est capable de le voir au complet. Donc chacun le regarde selon un angle. Donc là, ce qu'on va faire dans les 2 prochaines semaines, chacun va dire ce qu'il voit du point de vue qui est le sien. Et si on décrit non pas ce qu'on aimerait voir, mais ce que l'on voit vraiment, à ce moment-là, on va, grâce au récit que chacun va faire de ce qu'il voit, se construire une image qui va être une image globale de cet objet, qui additionne ce que l'on voit à ce que les autres nous décrivent. Et cet objet qui est au centre, c'est l'histoire. C'est ce que moi je vais leur raconter. Je vais dire, voilà, je vais vous raconter une histoire, et cette histoire n'est pas moi, c'est pas Wajdi, c'est à l'extérieur de moi. Je mets au centre quelque chose, et chacun, avec nos corps de métier, on travaille dessus. Moi, je suis l'auteur, moi j'écris le texte, toi tu joues, toi tu es régisseur, toi tu es scénographe. Eh bien, chacun, on va additionner nos savoir-faire pour essayer d'amener ceci à un endroit qui va être le moment de partage avec les spectateurs, ceux qui vont regarder. Voilà. Et on va se mettre en route. Donc, commençons. Je vous présente quelqu'un. Alors, je veux dire, mettons Fauve, voilà, c'est le titre de la prochaine création. Fauve, si tu veux bien entrer. Alors, Fauve entre. Je dis, je vous présente Fauve. Et là, je parle pendant 8 heures, à peu près. C'est-à-dire, en gros, pendant 8 heures, je raconte tout ce que j'ai vécu pendant 2 ans. Tout. C'est-à-dire tout, depuis la première sensation jusqu'aux documentations, ce que j'ai pu lire, l'histoire, les trous. Je ne sais pas comment il passe de là à là, mais à un moment donné, toujours est-il que le personnage, il va lui arriver ceci. Je ne sais pas comment, mais il lui arrive ceci. Et ensuite, il se passe ça et ça. Après, je crois qu'il va se passer ça, mais là, j'ai une angoisse. Je ne sais pas, est-ce qu'il meurt ou il ne meurt pas? Mais peut-être qu'il va se passer ça et ça. Bon, ça dure 8 heures.
Et au bout de 8 heures, donc le lendemain, là, je leur demande, bon, ok, quoi? Comment vous l'avez? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez entendu? Et à partir de ce moment-là, pendant 2 semaines, l'exercice consiste à ce que ce soit de plus en plus l'équipe qui parle et de plus en plus moi qui me tais. Parce que pendant que eux parlent, moi je me mets à écrire et grâce à leurs paroles, si vous voulez, je deviens un peu comme un atome dans un accélérateur qui a besoin, parce qu'après 3-4 ans de seul, là, j'ai besoin d'être fragmenté. Et je ne peux pas me fragmenter tout seul. Et ce qui me fragmente, c'est la parole des autres. C'est le fait que, par exemple, un acteur dit bah moi, dans ce que tu as raconté, ce truc-là m'a tellement touché parce que ça me fait penser, moi, mon grand-père, quand il est arrivé en France, il est arrivé ceci, cela, et puis voilà. Et là, la parole de cet acteur qui est en train de raconter un truc, mais me fragmente, fait en sorte que ça me propulse dans des endroits de réflexion et de fantasmagorie que je n'aurais jamais pu avoir seul, même après 10 ans. Et là, ces 2 semaines-là sont très, très importantes parce qu'elles unissent, parce qu'il y a les pauses, il y a les discussions, il y a les rigolades, on va souvent manger ensemble. Il y a toute une vie à laquelle je travaille énormément pour constituer une équipe, humainement parlant, pour l'amener à faire en sorte qu'elle soit heureuse à être là. À être heureuse, c'est-à-dire se dire c'est formidable, on va faire du théâtre, on va faire de la création, on va monter un texte jamais monté, on va travailler tous ensemble et en plus on va manger ensemble, on rigole, on a des moments de pause, les horaires sont hyper respectés, ça commence à l'heure, ça finit à l'heure. Donc, et il y a une sorte de stabilité dans la forme pour pouvoir vraiment aller très très loin dans cette narration. Et tous ces détails sont pour moi extrêmement importants, très importants. Donc voilà à peu près, je vous le raconte, là j'ai parlé moins longtemps, de 8 heures, mais ça me demanderait beaucoup plus pour raconter vraiment, au fond, toutes les étapes, parce que chacune des étapes est un gouffre et une sensation à chaque fois ajoutée à la précédente. Alors, après ces 2 semaines que vous venez de décrire, moi je dis Mouawad, il y a un moment où vous retournez seul à votre table de travail, à l'écriture. Oui, alors... Il y a des horaires, il y a des lieux précis, il y a des musiques, pas de musique. Ah oui. Oui, il y a des horaires. L'horaire, c'est... alors j'ai une chance folle, c'est que j'ai 2 enfants qui sont jeunes, donc ils se lèvent tôt. Alors je me lève plus tôt. Donc du coup, ça veut dire que c'est... comme je dirige le théâtre, alors mon horaire... De toute façon, ça tombe bien parce que j'ai jamais été bon l'après-midi. L'après-midi, j'ai jamais été... L'après-midi, c'est l'heure de la sieste. Je m'endors. J'arrive pas à écrire l'après-midi. Donc, je me lève vers 4 heures du matin. Et là, j'écris jusqu'à peu près 7 heures. Je prépare le petit déjeuner. Les enfants se lèvent. Voilà. Donc là, et j'adore ce, parce que parfois, je suis dans des histoires d'inceste absolument horribles. Je suis en train d'écrire que machin a tué bidule. C'est horrible, c'est horrible. Et là, 7 heures, j'arrête, je descends, je coupe des fruits, je prépare des trucs. Salut, comment ça va? T'as bien dormi? Oui, bon, très bien, ok. À table, allez, mange au-dessus de ton assiette. Non, mais arrête de parler, mange, etc. Bon, dépêchez-vous, brossez-vous les dents, etc. Bon, hein. Et puis, à l'école. Après, une fois qu'on les amène à l'école, là, je reviens et je reprends l'écriture jusqu'à peu près 11 heures, 11h30. Et après, c'est bon, quoi, je peux pas. Alors après, le soir, très tard, avant de me coucher, je peux réviser, je peux relire un peu. Et là, c'est important. C'est-à-dire que... Alors, ce qui se passe après ces 2 semaines, c'est... je vais parler de Fauve parce que je suis là-dedans en ce moment, puis c'est vraiment le truc le plus monstrueux. Après les 2 semaines du mois de mai dernier, quand on a fait ça, je me suis rendu compte j'ai dit aux acteurs à un moment donné, à l'équipe, je leur ai dit, en fait, il y a un truc, c'est qu'il y a quelque chose de plus important que l'histoire, quelque chose de plus important que l'histoire dans cette histoire, et je sentais que c'était quelque chose qui tournait autour de la structure, mais que je ne parvenais pas à trouver vraiment. Donc j'ai passé l'été à essayer de trouver la structure de Fauve. Et la structure de Fauve m'a été donnée étrangement, pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas raconter ici parce que ce n'est pas le sujet. Je me suis un peu informé autour de ce qui se passait dans la Station spatiale internationale. Donc je fouille, je tombe sur une vidéo de Thomas Pesquet qui fait une visite guidée. Il est dans la station spatiale et ça dure, vous pouvez regarder ça sur Internet, ça dure, je sais pas, 40 minutes. Et il nous fait faire une visite. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'il est debout.
ça commence comme ça. Il est debout, on le voit, il dit bonjour Thomas Pesquet, salut, je suis dans la station spatiale, je flotte. Très bien, c'est drôle. Bon. Il dit ok, très bien, voilà, ici nous sommes dans le laboratoire, c'est ici qu'on fait nos recherches et tout. Bon, maintenant, suivez-moi. Et là, quand il dit suivez-moi, lui, comme il flotte, comme il est en apesanteur, il tourne comme ça pour s'engager dans un corridor. Or, comme la caméra tourne avec lui, à ce moment-là, il n'est pas sur le côté, il est toujours en haut. Et puis à un moment donné, il change encore, il va dans la chambre. Donc là, il se retrouve à devoir aller dans le trou qui était à ses pieds. Donc il tourne et il va en dessous. La caméra tourne et le suit, puisque celui qui le filme était aussi en apesanteur. Et au bout du compte, il n'y a pas de... bien sûr, on est dans l'espace, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de... on est toujours debout. Eh bien ça m'a donné... la structure de Fauve, c'est ça. Il n'y a pas de en haut, de en bas. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a la manière avec laquelle les scènes vont s'enchevêtrer, font en sorte que très vite, on se dit, on ne peut plus savoir si ça c'est avant ou après, si ça c'est à quel moment dans le temps, c'est toujours maintenant. C'est toujours maintenant, même si ça a eu lieu avant ou après. L'autre image qui m'a permis de trouver la structure, c'est l'escalier du château de Chambord, cette double hélice. Comme s'il y avait dans Fauve deux hélices qui s'entortillent, deux narrations, deux fils narratifs. Alors pendant tout l'été, j'ai fait de la structure. J'ai dit, ok, alors si la première scène c'est celle-là, ok, celle-là on va la dessiner comme ça, c'est un rond. Donc tout ce qui est cette situation, c'est un rond. Après, là, je la colorie en rouge. Après, ça va être en bleu. Ça, c'est la scène chez le notaire. Ok, mais après, je reviens ici. Donc après, je repars là. La scène du notaire va recommencer, etc. Et je me suis retrouvé à construire une sorte de molécule. Si on était à la télé, je vous la montrerais, parce que je l'ai avec moi. Mais c'est une sorte de grosse molécule. Ça m'a pris 3 mois à travailler. Et après, quand je me mets à écrire, eh bien, là, évidemment, c'est transformer ça en âme. Transformer ça, c'est de faire en sorte que cette sensation, c'est retrouver à la lecture l'instant de la sensation quand j'ai eu le sentiment que quelque chose me regardait. Et là, c'est cette écriture qui se met en place avec l'idée que quand on commencera à répéter au mois de février, j'espère arriver avec, mettons, 1/3 du texte. Et à cela, je vais commencer à répéter. J'arrivais aux acteurs, je dis voilà, donne le texte, on commence à répéter. On commence à répéter dans un espace qui va commencer à se constituer grâce aux répétitions. Et pendant qu'on répète, je vais continuer à écrire la suite. Et en général, je finis d'écrire à 1 semaine de la première, à peu près. Et lorsqu'on arrive avec le public, on a une version de jeu qui est en général assez abouti. En fait, on essaye. Mais après, il y a le révélateur de l'écoute, c'est-à-dire écouter le public, écouter. Ça, c'est un révélateur extraordinaire qui m'amène à faire aussi des corrections, des changements. Pour arriver un mois après les représentations, à l'établissement d'un texte édité que je vais penser pour un autre metteur en scène éventuellement, que je ne vais pas penser comme étant le texte que moi j'avais quand j'ai travaillé, parce que c'est vraiment un texte de travail. Là, je le pense vraiment pour qu'il puisse être lu et puis que quelqu'un puisse s'en emparer. Comme vous évoquez le public à l'instant, Wajdi Mouawad m'a arrêté un moment sur ce point-là, parce que ce qui est quand même toujours fascinant avec vous, et depuis de très nombreuses années maintenant, c'est de voir à quel point vous générez sans cesse un nouveau public, qui a une grande part de très jeunes gens, qui adorent absolument vos spectacles, adorent lire vos textes, adorent les travailler, et que ça se continue. Le public ne vieillit pas avec vous, certains, heureusement, mais il y en a toujours du nouveau, et on voit aujourd'hui ce studio est plein parce que vous êtes là, et que les gens ont envie de vous approcher, d'approcher le mystère de votre création. Comment est-ce que vous comprenez, vous, cette sorte d'accès qui semble très, très immédiat, très, très intime, avec de très jeunes gens, et puis ça continue ensuite. Vous faites venir beaucoup de gens au théâtre?
je pense que... Alors, c'est une hypothèse, évidemment, il faudrait davantage poser la question aux gens, mais je pense que c'est peut-être la narration et l'émotion. J'en parle parce que c'est des choses qui sont très importantes pour moi, c'est-à-dire ce sont des choses que je ne fais pas par hasard. J'ai choisi la narration, et j'ai choisi la narration parce que je viens d'une histoire qui n'en a plus. Je viens d'une histoire... Ça veut dire, l'histoire de mon pays est on pourrait dire, c'est le postmodernisme absolu, quoi. C'est la déconstruction absolue. Donc, je ne vais pas me mettre à faire un théâtre qui est un pléonasme de ce que j'ai vécu et de l'endroit où j'ai grandi. Alors là, vraiment, s'il y a un postmodernisme total, c'est la guerre du Liban, la guerre civile libanaise. Elle n'a ni queue ni tête, il n'y a pas de narration, on ne sait pas qui a tué sur qui, ni pourquoi, et on ne le raconte pas, on est dans une sorte d'amnésie absolue. Moi, j'ai absolument besoin de raconter. J'ai absolument besoin de raconter parce qu'il y a des... comment dire, que ce soit des proches ou bien quand je vais au Liban, mon pays au complet est muet de douleur. C'est une population muette de douleur et qui ne sait pas comment transmettre. Donc, il se trouve que je viens d'un monde en plus très traditionnaliste. Moi, je viens d'une famille du côté de mon père, un paysan, plutôt un montagnard, quelqu'un qui vient vraiment de la montagne, assez pauvre. Ma mère était plutôt de la ville, pareil, d'une famille plutôt pauvre, mais mes parents sont les premiers à avoir accédé à une petite bourgeoisie et qui ont tout fait pour essayer d'oublier cette pauvreté et de la montagne et de la ville, ont tout fait pour devenir des bourgeois, quoi. Tout, c'était vraiment et nous ont élevés comme ça. Donc je suis moi-même pétri de traditions qui ne s'acceptent pas, d'une idée du modernisme qui est complètement à côté de la plaque, et d'une éducation scolaire qui a complètement échappé à tout ça grâce à l'exil. Parce qu'arriver en France, arriver à l'école et découvrir tout un monde qui va complètement en contradiction avec tout ce qui m'a été éduqué, fait en sorte que quand je me retrouve à écrire des histoires qui ont quand même au fond quelque chose d'assez classique, un début, un milieu, une fin, voilà. Et puis il y a l'émotion. Alors l'émotion, pour moi, elle est une chose aussi vraiment... elle est de l'écriture, c'est de l'écriture. C'est de l'écriture. Les larmes sont de l'écriture. Arriver jusqu'aux larmes n'est pas un acte, de séduction. Pour moi, c'est une expérience qui est amenée à être vécue ensemble, pleurer ensemble. Pleurer ensemble nos tragédies intimes et secrètes, mais les pleurer au moins ensemble. Je crois que ça, quand on est jeune et qu'on voit devant nous une histoire qui met souvent en plus en scène une révolte, un jeune révolté ou un jeune qui est en décalage ou qui va prendre le monde dans les dents et qui va se retrouver à être édenté par la marche du monde, je crois peut-être que là, il y a quelque chose qui se lie entre le regard d'un jeune spectateur et ce qui se présente devant lui. Mais ça, j'en parle de la manière avec laquelle je perçois un peu, la manière avec laquelle je perçois les choses. Maintenant, très concrètement, depuis 6-7 ans, je fuis le public. Concrètement, s'il y a une chose que vous pourriez faire, par exemple, si vous voulez me faire plaisir, c'est de ne pas venir me parler après, quoi. C'est vraiment, je vous assure, je ne sais pas comment gérer ça. Je fuis le public, je ne vais pas au pot de première, je ne veux pas rencontrer le public, je ne veux pas. Je veux le rencontrer à travers la pièce, mais je ne veux pas le rencontrer. Je veux pas le rencontrer directement. Pourquoi ça ? Et Pourquoi ? Parce que c'est impossible. C'est impossible. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais même pas répondre aux questions qu'on me pose. Parce que vous voyez, en plus, quand on me pose une question, je parle 1 heure. Donc, je peux pas. C'est vrai. Je peux pas faire des réponses courtes. Donc, je me suis rendu compte que, en fait, il y a le moment de la
la création, le moment du travail avec les acteurs, et arrive le moment où le spectacle arrive au public, et là c'est pour moi la relation n'est vraiment plus possible. Je ne suis pas fait pour rencontrer le public, pour continuer la relation après le spectacle. Faut que je sois seul, faut que je m'en aille, faut que je... donc, puis peut-être aussi parce que l'émergence des réseaux sociaux fait en sorte que c'est devenu l'enfer, quoi. C'est-à-dire, avant, on ne savait pas ce que les gens faisaient. On ne savait pas que quelqu'un était en train de lire un livre. Aujourd'hui, on sait tout, quoi. Et non seulement on sait tout, mais si vous voulez, vous pouvez très bien être en mesure de savoir à peu près ce que tout le monde pense de vous. Et pour moi, ça, c'est l'enfer. Si on me dit, Wajdi, c'est quoi l'enfer pour toi? L'enfer, c'est une petite pièce où je suis assis sur une chaise et où, un après l'autre, les spectateurs qui ont vu mes spectacles viennent s'asseoir devant moi et me disent ce qu'ils ont pensé du spectacle. Là, moi, ça, c'est l'enfer. Je ne veux pas savoir. Franchement, je ne veux pas savoir. Et ça me protège, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir ce que les gens ont pensé. Ce qui m'importe, c'est ce que le critique pense. Ça m'importe, parce que le critique est le professionnel qui répond à l'artiste pour l'ensemble. C'est ça, le critique. C'est celui qui fait une réponse publique au geste public que l'artiste pose. OK, bon. Et ça, vous lisez, les critiques? Plus maintenant. Plus maintenant. Parce que justement, il y a un tel... tout le monde est critique, hein, maintenant, presque. Il y a un tel foisonnement, et puis aussi, peut-être que je les relirai plus tard, mais j'ai eu besoin, parce que je les ai beaucoup lus, et j'ai besoin à un moment donné d'une sorte de, de nettoyage, comment dire, de régime, enfin de stop, de purge. De purge. Bon, je ne dirais pas jusque-là. Mais pas loin. Un autre rapport à soi, un autre rapport au rapport public. Hein, c'est parce que la reconnaissance, c'est aussi un truc qu'il faut apprendre à gérer. Les prix, les récompenses, alors je ne parle pas du Molière que vous avez refusé, ça remonte à 2005, ça, mais parce que c'était une mise en scène de vous dans un théâtre privé et vous vouliez dénoncer le fait que dans ces théâtres-là, on balançait les manuscrits, on ne traitait pas bien les auteurs. Mais les prix, les récompenses, ça vous dérange? Ça vous fait un tout petit peu plaisir quand même? Non, c'est vous qui en parlez, Wajdi Mouawad. Oui, non, mais je peux en parler. Bah, c'est mi-figue, mi-raisin. Je dis, ah ouais, c'est chouette, ah ouais, cool. Mais en même temps, non, parce que je me dis, ouais, c'est 3 personnes qui ont décidé que c'était lui, pas lui. Ça aurait pu être Louis. Et je ne peux pas y croire. J'arrive pas à y croire vraiment, au fond, complètement. En même temps, oui, ça fait plaisir, bien sûr. Ça fait plaisir, mais il y a quelque chose qui jamais... C'est, pour reprendre les termes d'un ami qui s'appelle André Brassard, qui est un grand metteur en scène québécois, qui à un moment donné m'a dit, tu sais, on est comme des paniers percés. Ça se remplit jamais. On peut te dire tout l'amour du monde, mais ça passe. Et ça se remplit jamais. Donc il y a toujours une insatisfaction, au fond. Alors, je reviens au travail, Wajdi Mouawad, pour cette masterclass de France Culture. On a évoqué trop rapidement le processus d'élaboration d'écriture de vos pièces. Mais vous ne montez pas que vos propres textes. Bon, on a parlé de Sophocle, évidemment, et des 7 tragédies. Qu'est-ce qui fait que vous avez aussi besoin de monter d'autres auteurs que vous-même? Est-ce que, pour le coup, ça vous nettoie aussi un petit peu de vous? Alors, c'est quelque chose c'est un besoin que j'ai eu, que je n'ai plus. Je ne pense pas que je le referai. Ou alors dans un contexte de curiosité type opéra. Voilà, j'ai fait un opéra il y a 3 ans, je le ferai par curiosité. L'enlèvement au sérail, ça vous a nourri? Oui, ça m'a nourri aussi formellement, parce que à l'enlèvement au sérail, par exemple, à l'opéra, on vous demande, on est en retard, hein, là, l'opéra est dans 2 ans, on n'a pas encore le décor, on est très en retard. On est en retard, l'opéra est dans 2 ans. Et dit, ah ouais, non, il nous faut le décor, là. Donc ça, c'était passionnant. Et je me souviens, avec Emmanuel Clolus, c'était mon scénographe, on s'est dit, jouons le jeu à fond. Faisons, voyons ce que ça nous apprend. Et on a appris beaucoup. On a appris beaucoup de choses en faisant ça. Donc oui, à l'époque, avant, c'est-à-dire jusqu'au Sophocle, et même, surtout quand j'étais au Québec, je sentais que, si vous voulez, la meilleure façon de lire un texte pour quelqu'un comme moi, c'est de le monter, de le mettre c'est d'avoir des acteurs et de le monter. Et je me rendais compte que j'avais besoin
Au Québec, on n'avait pas les moyens, on n'en a pas beaucoup non plus en France, on en a un peu plus, mais par exemple, il n'y a pas d'atelier, on n'avait pas la place pour faire des ateliers de recherche, ou très difficilement. Et je me suis rendu compte à un moment donné que mettre en scène des chefs-d'œuvre était au fond une sorte de grand atelier d'écriture que je me payais. Quand on me disait, est-ce que tu veux pas faire Les Trois Sœurs de Tchekhov ? Ah ouais, je veux bien. Très bien. Alors, vous s'asseoir et essayer de voir comment il l'a écrit et le mettre en scène comme si c'était vous qui l'avez écrit. Moi, je disais aux acteurs, là, on va partir du principe, c'est moi qui ai écrit la pièce. Sinon, je ne saurais pas la mettre en scène. Il faut que j'ai le sentiment que c'est moi qui l'ai écrit. Donc, pour ça, il faut arriver à remonter jusqu'à la caverne de l'auteur, qui est la pré-écriture. Donc, remonter jusqu'à la caverne, c'est-à-dire comme un inspecteur, par les répliques, par l'écriture, essayer de voir, mais qu'est-ce qui, un peu comme vous faites, c'est-à-dire qu'est-ce qui a procédé à l'origine de cette écriture-là. Et faire ça sur des textes comme Les Trois Sœurs de Tchekhov, ou Les 6 personnages en quête d'auteur, ou bien Oedipe Roi, ou bien les 7 tragédies de Sophocle, mais aussi le faire avec des textes de mes amis. Quand j'étais au Québec, j'ai mis aussi des textes de mes amis, donc qui étaient des gens à côté de moi, avec qui je pouvais discuter sur l'écriture. C'est quelque chose qui m'a énormément éclairé, qui m'a énormément aidé. Aujourd'hui, surtout après l'aventure des Sophocles, qui a été une aventure ultime pour moi, je me rends compte que, et puis la manière avec laquelle je vis le théâtre de la colline, je me rends compte que ce serait vraiment, ça serait plus approprié de faire ça. Je dois uniquement mettre en scène, enfin, créer les spectacles que j'écris. Et est-ce que vous avez le sentiment de progresser dans votre art ? Est-ce que vous pensez que vous êtes aujourd'hui un meilleur écrivain, vous dites point, donc on va s'arrêter là, que par le passé ? Ou est-ce qu'à chaque fois, tout doit être remis en jeu ? Non, j'ai perdu des choses, mais j'en ai trouvé d'autres. C'est-à-dire, quand je relis Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, je me demande où est passé cette espèce de délire d'humour, quoi. Il y avait un humour que je ne trouve plus de la même manière. Enfin, il y a un truc dans Willy Protagoras ou Journée de noces chez les Cro-Magnons, les 2 premières pièces que j'ai écrites, il y avait une violence dans l'humour et un cynisme que je n'arrive plus à retrouver. Même quand je me dis, allez, j'essaye. Je ne sais plus. Je ne sais pas comment le faire. Après, il y a des choses peut-être... dans la dernière pièce, Tous des oiseaux, j'ai eu le sentiment que tout à coup, les relations entre les personnages s'étaient un tout petit peu enrichies, psychologiquement parlant, et qu'ils étaient moins caricaturaux que ce que j'avais pu faire précédemment. Mais ça, c'est vraiment une sensation... j'ai toujours eu l'impression... Il y a cette histoire, enfin cette espèce d'épiphanie qui a eu lieu dans le bureau d'un proviseur à l'école quand j'étais au Québec et qui m'avait reçu pour m'annoncer qu'il devait me demander de partir de l'école parce qu'après 3 années, j'avais encore échoué. Et donc, il me dit mais enfin, tu es un garçon intelligent, sensible, il n'y a rien qui t'intéresse, il n'y a rien... J'avais 17 ans à peu près, donc je lui avais dit mais c'est pas possible. Si, il y a des choses qui m'intéressent, l'art m'intéresse, voilà. Il m'a dit mais pourquoi tu t'engages pas là ? J'ai dit mais pourquoi tu t'engages pas là ? Parce que je suis pas un artiste, c'est pas compliqué. Je sais rien faire, je sais rien faire, je sais pas écrire, je sais pas chanter, je sais pas jouer, je sais pas danser, je peux rien faire. Mais s'il y a une chose que j'aurais voulu, c'est ça. Et il me dit mais ok, mais c'est quoi pour toi un artiste ? Concrètement, tu ferais quoi là si t'es un artiste ? Je dis c'est sûr, c'est des images d'Épinal, mais je me vois, je sais pas, je suis dans un café, je fume, j'écris, et puis j'avais un peu l'image de Rimbaud, hein, c'est vraiment bon. Donc j'ai un foulard, tout ça, je vois les images. Bon, il a 16 ans, 16-17 ans. Hein. Et il me dit alors fais ça, fais semblant. Et il me dit cette phrase absolument incroyable qui m'a marqué. Il dit d'accord, t'es pas un artiste, mais fais semblant. Fais semblant. T'as rien à perdre. Fais semblant. Tu t'en fous. Et
et il y avait dans cette idée quelque chose de très très simple, c'est si je fais vraiment semblant d'être un artiste, ce que je vais faire va vraiment avoir l'air d'être une œuvre d'art. Mais comme je ne suis pas un artiste, ce que je fais n'est pas une œuvre d'art. Alors j'ai été débarrassé. J'étais libéré de toute pression, de tout truc, l'art, la beauté, le truc, la sévérité que mais auquel moi j'ai pas accès. Moi je j'ai pas accès à ça. J'ai pas accès à cette sévérité de l'art. Je sais pas ça. Donc débarrassé de ça au Québec. J'insiste parce qu'au Québec c'est possible d'être débarrassé de ça. En France c'est pas possible, mais au Québec c'est possible d'être cool, c'est possible d'être relax, c'est possible de pas se faire trancher la tête. Donc, ça correspondait à mon tempérament, cette idée de me dire, bon, je ne suis pas un artiste, donc je fais semblant. Et cette idée ne m'a jamais quitté, jamais quitté. Et il se trouve que les endroits où je me suis senti le mieux aussi, c'était les endroits, en tout cas dans ma vingtaine et après, au début de la trentaine, c'est les endroits qui étaient moins exposés. Je pense par exemple au Festival des Francophonies à Limoges, où j'ai souvent dit je suis une poule, je suis une poule qui a grandi en plein air, quoi. Je suis une poule plein air, quoi. J'ai pas été boosté tout de suite. J'ai commencé dans des endroits où c'était naturel, c'était pas violent. Je pense au théâtre de Poche à Bruxelles, où j'ai pu faire mes premières mises en scène. C'était vraiment des endroits qui n'étaient pas, c'était pas le Festival d'Avignon, quoi. J'ai pas commencé à 24 ans au Festival d'Avignon. Et ça m'a sauvé. Franchement, ça m'a sauvé. Ce qui m'a sauvé, c'est le temps. Le temps que les choses arrivent. Et quand les choses sont arrivées, elles sont arrivées plus ou moins, mais plus souvent dans leur bon temps. Même si avant, je trouvais que ça n'arrivait pas assez vite et j'étais... mais elles sont arrivées au bon temps. Et ça m'a sauvé. Oui, mais du coup, Wajdi Mouawad se retrouver seul en scène au Festival d'Avignon, ça procure quoi comme sensation, émotion? Quel plaisir vous y trouvez-vous? Là, je pense que vous faites référence à Seul en 2008. Oui, Seul, pardon. Voilà. Oui. Qui porte bien son nom. Je me sentais illégitime total, quoi. Mais bon. Franchement, je me sentais totalement illégitime. Mais vraiment, ça, c'était le sentiment qui m'habitait pendant l'année de préparation de 2009 avec Vincent et Hortense. Mais le nombre de fois où je leur dis, mais vous êtes sûr? Vous pouvez changer d'avis. Vraiment. Et surtout, c'était l'époque où la narration n'était pas bien vue. Hein. Moi, j'arrivais avec Littoral Incendie Forêt dans la cour d'honneur, mais franchement, je me sentais très illégitime. Et j'ai pas ressenti. La joie que j'ai pu ressentir, c'est de voir les acteurs très heureux. C'est de ressentir cette joie-là. Mais personnellement, j'étais traversé par des véritables sentiments d'illégitimité, donc de tristesse, de ne pas appartenir à, de ne pas sentir que j'étais à côté, que c'était. Il y avait un truc comme ça un peu nauséeux. Et d'autant plus que je n'osais pas l'exprimer, je n'osais pas le dire, parce que ça se dit pas. Mais ça a été vraiment une période comme ça où... mais ça a été intéressant parce que j'ai beaucoup réfléchi sur la question de l'illégitimité, de l'effraction. Et je finis par me dire, mais en fait, on écrit par effraction. Écrire, c'est... comme marcher le long d'une route et vous voyez une très belle maison un tout petit peu délabrée mais qui vous rend tout à fait curieux et vous décidez d'enjamber la barrière pour entrer sur la propriété. À partir de là, vous vous dites, pourvu que le propriétaire n'apparaisse pas. Mais vous y allez et puis vous passez par la fenêtre. Vous arrivez à forcer la fenêtre et vous rentrez et vous vous retrouvez dans une maison qui n'est pas du tout à vous. Et ben, c'est ça l'écriture. Pour moi, c'est ce sentiment quand vous êtes dans une maison qui n'est pas à vous. Et je crois que le plus... Ça a été très important de conscientiser ce sentiment-là et de le retourner pour moi plutôt que contre moi, tellement que je me suis dit, le jour où tu vas te sentir légitime à écrire, fais gaffe. Vraiment. Alors, qu'on arrive presque au terme de cette masterclass de France Culture avec vous, Wajdi Mouawad, il y a évidemment des tas de questions que j'aurais eu encore à vous poser, mais vous en avez devancé un certain nombre, donc peut-être deux grandes questions pour terminer. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une nouvelle œuvre après la précédente? Qu'est-ce qui fait que ça continue? Est-ce que vous imaginez que ça pourrait s'arrêter, l'écriture?
Oui, l'écriture pourrait s'arrêter. En tout cas, l'écriture pour le théâtre pourrait s'arrêter. On n'a pas parlé du roman et notamment Voilà, d'Anima. ça, Bon, il nous faudrait fermer la 8 fenêtre heures de ça, de plus. oui. Oui. Mais voilà. Mais l'écriture romanesque ne pourra pas s'arrêter, ça j'en suis sûr. Mais l'écriture théâtrale pourrait s'arrêter. S'arrêtera sans doute après La Colline, parce qu'après La Colline, je ne me vois pas ni reprendre un autre théâtre, ni refonder une autre compagnie. J'aurais trop le sentiment d'un retour en arrière. Donc je pense qu'après La Colline, il y a quelque chose qui va se transformer autrement. Donc l'écriture théâtrale... Je verrai. Vous annoncez vos adieux là, Wajdi Mouawad. Non, mais c'est pas des adieux. terrible. C'est simplement dire que j'arrive pas. L'idée d'écrire chez moi une pièce du début jusqu'à la fin, ça me rentre pas dans la tête. Donc si je n'ai plus de théâtre et plus de compagnie, je vais écrire des romans. Enfin bon, bref. Il y aura des pétitions. Voilà. Vous inquiétez pas, vous verrez votre public un par un qui viendra réclamer. Mais ce qui amène, c'est la sensation, cette rencontre. C'est vraiment cette rencontre. C'est intéressant. Fauve, je parlais de Fauve. Fauve, eh bien, après l'aventure des Sophocles, donc, qui a été une aventure incroyable, puisque dans le premier opus des femmes, il y avait Bertrand Cantat qui chantait dedans. Ça a été un événement qui a débordé du cadre théâtral. Ça a été un événement incroyable artistiquement et socialement, on va dire. Mais ça nous a beaucoup... Enfin, on était déjà très amis et ça nous avait beaucoup rapprochés, évidemment, toute cette aventure. Et puis, il n'y a pas très longtemps, Bertrand me dit faisons un truc au théâtre ensemble, si tu veux bien. Moi, je pourrais chanter. Moi, t'écris, on fait un truc. Bon, très bien. Et on avait commencé, et puis moi tout de suite, en pensant à Bertrand, je me suis dit, tiens, je vais lui écrire des textes impossibles, je vais écrire des trucs de dingue. Et c'est quelqu'un émotivement de très, très, évidemment, enfin, pas seulement comme chanteur, mais comme parolier, comme quelqu'un qui prend la parole sur le plateau, il a un rapport au texte, à la poésie qui est très, très, très puissant. Et ça m'intéressait énormément d'écrire comme ça avec lui, pour lui. Et puis après, on s'est rendu compte que, étant donné ce qui s'est passé lors du dernier concert, qu'il n'était pas prêt à affronter de nouveau tous ceux qui n'étaient pas d'accord qu'il remonte sur le plateau. Et on s'était dit, bon, on va pas se remettre là-dedans, ok, très bien. Mais moi, j'étais parti déjà des prémices. Il y avait des prémices qui étaient là. De ce que c'est que d'écrire pour un individu. C'est pas nécessairement écrire la vie des acteurs. J'écris jamais la vie des acteurs, mais j'écris l'énergie des acteurs. Et cette prémisse de cette discussion d'amitié avec Bertrand sur ce qu'on avait envie encore après cette histoire qu'on avait vécue des femmes, de poursuivre au théâtre, de faire un geste, d'écrire, de chanter. Enfin, on tournait un peu autour de cette idée-là, et qu'on a décidé finalement de ne pas le faire pour des raisons qui étaient hors artistiques. C'est quelque chose qui a comment dire, eu énormément d'impact sur moi. C'est la première fois que je ne fais pas quelque chose pour des raisons autres que artistiques. C'est la première fois. Et ça a créé quelque chose qui va devenir fauve, même si ça n'a plus rien à voir. Hein, mais c'est toute une autre histoire. Mais vous voyez comment les choses... ça, c'est le cas de Fauve. Hein. Je pourrais raconter l'histoire de tous les oiseaux. C'est toujours différent, mais c'est toujours, à un moment donné, l'apparition d'une sensation qui ne vous lâche plus du regard, qui vous regarde tout le temps, qui vous dit « tu ne peux pas échapper à ça. Il s'est passé ça, tu ne peux pas y échapper. Si tu échappes, tu es un traître. Tu peux pas. À un moment donné, vous dites « bon, ben, on va plonger. » Donc... voilà, je pense qu'après, si c'est plus du théâtre, ça va être autre chose. Mais je ne crois pas que l'écriture va cesser. Dernière question de votre masterclass, Wajdi Mouawad. Est-ce que la question de la postérité se pose pour vous ? Elle ne se pose pas. Elle arrive, elle passe devant mes yeux, hein, parce que j'écris et que ça reste. Et puis parce que on se demande si ça a du sens et si ce qu'on va laisser a un sens. Elle se pose à moi lorsque je passe devant le livre des bouquinistes, par exemple, et
penche la tête et je fais, vous voyez, les livres, surtout il y a une caisse souvent à tout à 1 euro. Et là je regarde et je fais, ouf, je suis pas dedans. Je vous jure, hein, parce que je me dis, un jour je serai dedans. J'espère que ça ne sera pas de mon vivant. Alors la postérité passe, elle se pose. En même temps, c'est plus un jeu. Ça m'inquiète pas trop. De toute façon, voilà. Mais c'est vrai que je vous mentirais si je vous disais non, pas du tout. Mais c'est pas non plus une angoisse en aucune sorte. Mais c'est sûr qu'elle est là. On se demande qu'est-ce que ça va devenir. Qu'est-ce que cette chose-là. Je meurs demain. Qu'est-ce que ça devient. Qu'est-ce que ça devient. Comment ça se transforme. Alors oui, il y a une curiosité par rapport à cette question-là à cause de l'écrit. Je pense que les metteurs en scène se posent cette question autrement, puisque la mise en scène, même s'il y a des vidéos, l'œuvre s'évanouit autrement. Elle reste, mais elle s'évanouit autrement que l'écriture. Merci infiniment, Wajdi Mouawad. Merci à vous.